Monsieur le directeur, maintenant nous parlerons de la revalorisation de la prime de logement. L'indemnité de logement. L'indemnité de logement. Le nom, c'est l'indemnité contributive au logement. Okay. C'est important l'intitulé parce que ce n'est pas l'équivalent du loyer que l'État paye. C'est une indemnité donc qui aide à payer son loyer. C'est pour ça que ça s'appelle l'indemnité contributive au logement. Ok, voilà. Une indemnité qui aide à payer son loyer. Notons-le bien. Il faut bien le noter, parce que souvent j'entends, mais est-ce qu'on peut payer le loyer avec un montant de... Non. C'est l'idée du gouvernement, ce n'est pas de payer votre loyer à votre place, mais de vous aider à payer le loyer. Voilà, donc il peut y avoir un écart effectivement à combler, etc. Mais l'intitulé, c'est indemnité contributive au logement. Venons-en à la revalorisation des salaires. Bon, tout cela rentre dans la revalorisation des salaires, puisque tout ce que nous venons de citer sont des accessoires du salaire. Maintenant, à côté, il y a eu ce qu'on appelle l'allocation familiale. L'allocation familiale, qui est une allocation qui est servie depuis 1960 aux fonctionnaires pour ses enfants. C'est pour les enfants jusqu'à 21 ans, de 0 à 21 ans. Et cette allocation... Donc, c'est-à-dire à partir de 21 ans, l'enfant sort du système. Oui, voilà. Donc, on ne peut pas en bénéficier après 21 ans. D'accord. Voilà, c'est de 0 à 21 ans maximum. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette allocation a été instituée en Côte d'Ivoire en 1960. D'accord. Donc, au lendemain de l'indépendance. Donc, l'année de notre indépendance, puisque c'est 1960. Et puis, elle a été fixée à 2500 francs depuis. Depuis 1960, ce taux-là était de 2500 et ça n'a jamais été modifié jusqu'à cette année. Donc, vous voyez le caractère historique de cette mesure qui a fait passer cette indemnité de donc 2500 à 7500. Donc, cette indemnité a triplé. A triplé, c'est bien ça, triplé aujourd'hui. Depuis donc fin août 2022, est payée à 7500 par enfant de 0 à 21 ans dans la limite de 6 enfants. D'accord. Non, c'est important de préciser. Donc, si vous avez plus de 6 enfants qui sont dans cette tranche d'âge, c'est à vous de choisir les 6 qui bénéficieront. Sur lesquels on va payer donc l'allocation familiale. Venons-en à la prime exceptionnelle ou encore prime appelée ado. Oui. Qu'a-t-elle d'exceptionnel cette prime? Elle est totalement exceptionnelle, inédite, historique et unique dans l'espace UEMOA. Je n'ose pas dire CEDEAO, mais en tout cas dans l'espace UEMOA, elle est unique. Elle est exceptionnelle parce que ça n'existe pas. Elle est exceptionnelle parce que c'est la première fois qu'un chef d'État décide, pour venir au secours de ses fonctionnaires en fin d'année, de leur accorder une prime de fin d'année. C'est pour ça que d'ailleurs les fonctionnaires, de manière, je peux dire, quasi instantanée, l'ont baptisé prime ado. Parce que vraiment, c'est un acte de générosité, un acte de solidarité extrême que le chef de l'État a posé en acceptant qu'on institue. Parce qu'à la différence des autres primes indemnités dont on a parlé qui existaient déjà, et donc il fallait juste ajuster. Ici, c'est vraiment une institution, une création nouvelle. C'est un nouveau droit. C'est un nouveau droit totalement qui a été créé au bénéfice des fonctionnaires et qui va donc leur permettre d'améliorer leur fin d'année. Comme tout le monde le sait, avec les fins d'année, les dépenses prennent l'ascenseur. L'achat de jouets pour les enfants, l'organisation des festivités, ça coûte un peu cher et le salaire seul ne peut pas effectivement faire face. Et le chef d'État était très sensible à ce plaidoyer, à cette doléance, et cette prime représente, après donc décision du chef de l'État, 1/3 du salaire indiciaire du fonctionnaire. D'accord. Notons que ce n'est pas un 13e mois. Non, ce n'est pas un 13e mois. C'est pas un 13e mois, c'est une prime exceptionnelle, comme son nom le dit, qui est servie donc en fin d'année, mais disons payée en début d'année. De l'année qui suit, entre le 1er et le 10 janvier, le fonctionnaire recevra donc 1/3 de son salaire indiciaire de base. Monsieur le directeur, avec tous ces changements positifs, qu'attend-on réellement du fonctionnaire? Merci beaucoup pour cette question parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec les syndicalistes et Dieu merci, toutes les organisations syndicales, les centrales et fêtières syndicales qui ont participé à ces discussions et à cette signature sont unanimes que le chef de l'État, donc le gouvernement, a fait sa part. En tout cas, s'est engagé fortement. Et il appartient aujourd'hui aux fonctionnaires d'en faire de même.
Et comment les fonctionnaires peuvent s'engager, c'est vraiment de changer totalement de paradigme, de changer totalement de manière de servir les services, de rendre le service public en se débarrassant de tout ce qui est reproché habituellement. En général, qu'est-ce qui leur est reproché? En général, ce qui est reproché aux agents du service public, c'est le manque, on va dire, de culture. L'absentéisme. Oui, le manque de culture du service public qui emporte donc les questions d'absentéisme, les questions de corruption, les questions d'abus d'autorité, les questions de trafic, etc. etc. Tous ces mots qu'on peut entendre d'une manière ou d'une autre sont les premiers défis qui se présentent devant le fonctionnaire, c'est-à-dire faire en sorte que dorénavant, le citoyen qui vient dans un service public soit déjà accueilli, parce que ça part de l'accueil, soit accueilli de manière empathique, avec le sourire, et être à l'écoute de celui qui vient, et prendre en charge sa préoccupation sans demander de contribution en dehors des frais, des taxes institués par des textes, sans demander de dessous de table ou de frais supplémentaires à payer. Faire le travail avec de l'engagement et avec beaucoup d'amour pour que, au final, le citoyen puisse dire « Je suis fier de ma fonction publique. Je constate un changement qualitatif. Je constate qu'il y a des valeurs qui sont véhiculées par les fonctionnaires partout où ils sont, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la justice, que ce soit dans l'administration générale, partout où il y a des fonctionnaires, il faut qu'on sente ce changement qui doit être la réponse qu'ils apportent à la générosité, à la solidarité exprimée par le chef de l'État. Parlant de changement, Monsieur Soro, quelle est votre responsabilité aujourd'hui et comment comptez-vous faire prendre conscience aux fonctionnaires de ce qu'il attend? Bien, notre responsabilité, c'est évidemment de continuer à expliquer. Et c'est pour ça que l'occasion que vous nous donnez est belle. De continuer à expliquer le sens de la trêve sociale et le sens des mesures prises par le chef de l'État. Notre responsabilité commence là. Et Madame le ministre de la fonction publique a également commencé ce travail en rencontrant, elle a institué des rencontres avec nos fonctionnaires dans les régions. Donc elle les rencontre pour leur porter au plus près ce message, ce changement qualitatif qui est entendu des fonctionnaires. Nous allons continuer ce travail, chacun en ce qui le concerne, et quel que soit son positionnement dans la ligne hiérarchique de notre administration. À côté de cela, les syndicats, j'en ai parlé, vont jouer un rôle important, parce que nous sommes des partenaires sur cette trêve sociale. Nous l'avons signé ensemble, nous allons l'appliquer ensemble pour l'évaluer ensemble. Donc les syndicats également se sont engagés à aller sur le terrain, comme on le dit dans leur langage, auprès de leurs adhérents, auprès de leurs militants, pour leur expliquer également et pour les sensibiliser à changer la manière de servir chacun à son poste de travail. Et donc, c'est ce travail, on va dire, concomitant, en parallèle ou ensemble, qui va permettre, nous l'espérons, de faire changer donc certains comportements déviants ou non recommandés dans l'administration pour aller vers une administration moderne, appelée de tous ses voeux par le chef de l'État. Avez-vous des mécanismes de contrôle ou des directions Oui, les mécanismes de contrôle existent, effectivement. Nous avons, même ici au sein du ministère de la fonction publique, une direction qui est dédiée au contrôle, qui s'appelle la direction de la programmation et du contrôle des effectifs, dont le rôle est de s'assurer de la présence de tous les fonctionnaires à leur poste de travail. Et donc, ce travail s'est fait. Il y a des contrôles inopinés qui sont faits. C'est bien cela. Voilà, oui, c'est bien ça. Et en région, nous avons nos directions régionales. Nous en avons dans chacune des régions administratives du pays. Ça nous fait donc 33 directions régionales qui font également ce travail de contrôle en région. Donc, ces mécanismes existent et lorsque nous constatons des défaillances, des mécanismes de sanctions sont prévus également. Et avec le concours, le soutien des directeurs des ressources humaines, nous faisons également le contrôle de proximité dans chacun des ministères qui composent donc le gouvernement. Merci, Monsieur Soro. Nous sommes au terme de notre émission. Quel appel pouvez-vous lancer aux fonctionnaires? Merci beaucoup, madame. En tout cas, je voudrais, avant de lancer l'appel, signaler qu'il y a l'outil de gestion de notre carrière qui s'appelle le statut général de la fonction publique, qui est le centre, l'épicentre de la carrière du fonctionnaire, qui va faire également l'objet d'une innovation, d'une modernisation. Et donc, le projet de loi est sur la table du gouvernement, va incessamment être transmis au Parlement pour adoption. Et ça va apporter de nouveaux droits aux fonctionnaires qui va leur permettre donc de mieux servir l'administration.
Cela dit, l'appel qu'on peut lancer aux fonctionnaires, c'est un appel à la mobilisation, un appel à la réappropriation des valeurs du service public. Parce que le service public a des valeurs. Il faut qu'ils aient l'amour du service public. Il faut avoir la passion de rendre le service aux citoyens. Il faut se mettre dans la posture d'apporter chacun ce qui nous concerne, fonctionnaires que nous sommes, sa pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire moderne. Et cette Côte d'Ivoire moderne passe par une administration publique moderne, efficace, performante, tournée vers la fourniture des services publics de qualité aux citoyens, sans demander en contrepartie des dessous des tables, sans exiger ou sans entendre en retour des dons ou des gratifications qui ne seraient pas prévues par les textes. C'est à cet engagement que nous appelons les fonctionnaires en leur demandant de faire en sorte que le chef de l'État, le président de la République, soit fier de son administration. Se dise, en prenant ces mesures d'ici août 2022, j'ai donné un coup d'accélérateur à la transformation qualitative de notre administration qui va être le moteur du développement économique et social de la Côte d'Ivoire pour permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser l'ambition d'une Côte d'Ivoire solidaire telle qu'il l'a voulu. Voici l'appel que je peux lancer aux fonctionnaires. Merci DG d'avoir accepté notre invitation et d'avoir éclairé notre lanterne par vos analyses pertinentes. Merci. Mesdames et messieurs, notre émission prend fin. Si vous désirez plus ample information, rendez-vous sur le site de la fonction publique qui s'affiche au bas de votre écran. Nous, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.